Socrate était-il dans l'espace? Une question sur les vols spatiaux antiques. On attribue aux Grecs anciens de nombreuses avancées dans le domaine des sciences et des mathématiques qui ont influencé la civilisation occidentale ultérieure. Aristarque de Samo a proposé une cosmologie essentiellement héliocentrique des millénaires avant Copernic, et on attribue à Architecte l'invention d'une machine volante à vapeur bien avant que les frères Wright n'inventent leur machine volante motorisée en 1903. Il n'est donc pas surprenant que certains spéculent sur le fait que les Grecs anciens et d'autres civilisations aussi avancées, comme la Chine et l'Inde ancienne, aient pu être encore plus avancées qu'on ne le croit actuellement, et même capables de vols spatiaux anciens. Un cas de vol spatial antique, une citation de Socrate. 470-399 avenue Jésus-Christ, enregistrée dans le Phédon est l'une des sources de ces spéculations. La traduction du texte est la suivante. En effet, si quelqu'un parvenait au sommet de l'air, ou s'il prenait des ailes et s'envolait, il pourrait lever la tête au-dessus et voir, comme les poissons sortent la tête de l'eau et voient les choses de notre monde, de même il verrait les choses de ce monde supérieur, et, si sa nature était assez forte pour supporter la vue, il reconnaîtrait que c'est le vrai ciel, la vraie lumière et la vraie terre. Car cette terre qui est la nôtre, les pierres et toute la région où nous vivons, sont blessées et corrodées, comme dans la mer les choses sont blessées par la saumure, et rien d'important ne pousse dans la mer, et il n'y a, pourrait-on dire, rien de parfait là-dedans, que des cavernes et du sable et une boue et une fange sans fin, où il y a aussi de la terre. Et il n'y a rien du tout qui soit digne d'être comparé aux belles choses de notre monde. Mais les choses de ce monde d'en haut seraient considérées comme encore plus supérieures à celles de notre monde. Si je peux te raconter une histoire, Saint Mia, sur les choses de la terre qui est au-dessous du ciel, et sur ce qu'elles sont, cela vaut la peine d'être entendu. Parfaitement, Socrate, dit Saint Mia, nous serions heureux d'entendre cette histoire. Eh bien, mon ami, dit-il, pour commencer, on dit que la Terre, vue d'en haut, ressemble à ces boules qui sont couvertes de 12 morceaux de cuir. Elle est divisée en plaques de diverses couleurs, dont les couleurs que nous voyons ici peuvent être regardées comme des échantillons, tels que les peintres en font usage. Mais là, toute la Terre est de ces couleurs, et elles sont beaucoup plus vives et plus pures que les nôtres, car une partie est violette d'une beauté merveilleuse, et une autre est dorée, et une autre est blanche, plus blanche que la craie ou la neige. Et la terre est composée des autres couleurs également, et elles sont plus nombreuses et plus belles que celles que nous voyons ici. Car les creux mêmes de la terre, qui sont pleins d'eau et d'air, présentent une apparence de couleur en scintillant au milieu de la variété des autres couleurs, de sorte que l'ensemble produit un effet continu de variété. Et dans cette belle terre, les choses qui poussent, les arbres, les fleurs et les fruits, sont d'une beauté correspondante, et de même les montagnes et les pierres sont plus lisses, plus transparente et d'une couleur plus belle que les nôtres. La description par Socrate de la Terre apparaissant comme une boule colorée vue d'en haut ressemble beaucoup à la planète Terre vue d'orbite pour des oreilles modernes. Ce passage est populaire parmi les enthousiastes de l'aviation et de l'exploration spatiale, car il présente une vision positive du fait d'être au-dessus du sol. D'autres, cependant, pense qu'il y a encore une autre couche. Certains lecteurs y voient la preuve que Socrate a réellement vu la surface de la Terre depuis son orbite, ou qu'il avait accès à des documents d'une autre civilisation capable d'effectuer des vols spatiaux antiques et capable de transmettre une description précise de l'apparence de la Terre depuis l'espace. Est-il possible que les Grecs anciens aient eu accès à une technologie plus avancée que ne le pensent actuellement les archéologues et les historiens? En d'autres termes, cette citation contient-elle des informations plus avancées que ce à quoi on pourrait s'attendre en se basant sur la compréhension moderne de ce que les Grecs anciens savaient de la science? Connaissance scientifique des Grecs de l'Antiquité. Bien que la science n'ait pas commencé avec les Grecs, la principale façon dont la science moderne est pratiquée trouve ses racines dans la pensée grecque antique. Les civilisations antérieures connues des Grecs anciens pratiquaient également la science. Les anciens Égyptiens et Mésopotamiens sont connus pour leur astronomie et leur ingénierie relativement avancée. Par exemple, la principale différence est que, pour les civilisations antérieures du Proche-Orient et de la Méditerranée,
la science était un moyen de parvenir à une fin. Les anciens prêtres égyptiens et mésopotamiens ne s'intéressaient à l'astronomie que dans la mesure où elle les aidait à construire leur calendrier et à déterminer la volonté des dieux par l'astromancie. De même, les médecins ne s'intéressaient à l'anatomie et à la physiologie que dans la mesure où elle les aidait à soigner. Une autre différence entre la façon dont ces civilisations plus anciennes faisaient de la science est que les dieux étaient généralement invoqués pour expliquer les phénomènes naturels. Il y a probablement eu des exceptions à cette règle, mais pour la plupart, ces civilisations utilisaient la science à des fins pratiques uniquement et non pour comprendre l'univers. La compréhension des rouages du cosmos était laissée au domaine de la mythologie. C'était également le cas des premiers penseurs grecs. À partir de Thalès, 624-546 avenue Jésus-Christ, les philosophes grecs présocratiques ont commencé à faire de la science pour des raisons différentes. Leur recherche scientifique n'était pas seulement destinée à des fins pratiques, comme la création de calendriers, mais aussi à mieux comprendre le cosmos. En outre, au lieu d'invoquer directement les dieux pour expliquer la foudre, les tremblements de terre et d'autres phénomènes naturels, ces premiers philosophes ont cherché des explications matérialistes fondées sur leur expérience de la nature. Par exemple, Thalès expliquait les tremblements de terre en disant que le disque terrestre était secoué par les vagues de l'océan sur lequel flottait la Terre. La plupart des idées et explications spécifiques des philosophes présocratiques sont totalement erronées du point de vue de la science moderne, mais elles étaient importantes dans la mesure où elles constituaient certaines des premières tentatives d'utiliser des explications naturelles plutôt que surnaturelles pour comprendre le monde physique. Cette approche a donné lieu à des développements fructueux dans le domaine des sciences naturelles et de l'ingénierie. Plus tard, les scientifiques grecs et hellénistiques utiliseront cette façon de penser le monde naturel pour inventer des appareils à vapeur et des robots analogues, pour affirmer que le siège de l'intelligence se trouve dans la tête et non dans le cœur, comme le croyaient de nombreuses civilisations antiques, et, bien sûr, pour montrer que la Terre est sphérique et non plate comme l'affirmaient la plupart des cosmologies antiques et certains philosophes présocratiques, tels que Thalès et Anaxagore. La science grecque antique et la théorie de la Terre sphérique. L'un des premiers philosophes grecs à défendre l'idée d'une Terre sphérique est Parménide, f. 5e siècle avant Jésus-Christ. L'école de philosophie pythagoricienne, fondée par Pythagore, 570-490 avenue Jésus-Christ, enseignait également l'existence d'une Terre sphérique. L'un des pythagoriciens les plus connus qui croyait probablement en une Terre sphérique était Philolaos, 470-385 avenue Jésus-Christ. En plus d'être un partisan probable de l'idée de la Terre sphérique, il a également soutenu que la Terre bougeait et qu'elle n'était pas au centre de l'univers. Philolaos était un contemporain de Socrate. Il est donc possible que Socrate ait été familier avec ces idées. La description par Socrate de la Terre comme étant semblable à une boule colorée ressemble également à l'opinion probable de Philolaos selon laquelle la Terre est une sphère en mouvement. En outre, Platon, l'élève le plus remarquable de Socrate, croyait lui aussi en une Terre sphérique et a peut-être même été un partisan des idées cosmologiques de Philolaos. Socrate lui-même ne s'intéressait pas beaucoup à la cosmologie et n'aurait probablement pas fait grand cas du désaccord de Platon à ce sujet, mais cela rend plus probable le fait que Socrate croyait en une Terre sphérique, puisque son élève le plus éminent y croyait. La Terre sphérique et Socrate. À l'époque de Socrate, l'idée d'une Terre sphérique était déjà acceptée par un grand nombre, sinon la totalité, des Grecs les plus instruits s'adonnant à la philosophie, ce qui signifie qu'il ne dit rien dans ce passage qui soit inattendu ou anormal par rapport à ce que nous savons de la science grecque antique. Cela pourrait être une preuve que les Grecs avaient une connaissance de première main de ce à quoi ressemble la Terre depuis son orbite, mais ce point de vue n'est pas requis, sur la base de la seule analyse de ce passage. La technologie avancée des Minoens, vieille de 300-500 ans, était un art perdu qui n'a été revu que dans les années 1950. Anciennes pistes et poissons volants, la culture Nazca a-t-elle pris son envol? Technologie avancée antique, les Yakshals, vieux de 200-400 ans, conservaient la glace dans le désert. En outre,
L'affirmation selon laquelle il s'agirait d'une preuve que les anciens voyaient la Terre depuis son orbite pose un problème. Il n'existe aucune preuve indiscutable qu'une civilisation antérieure au milieu du XXe siècle ait été capable de voler dans l'espace. De plus, si l'on s'est déjà rendu au sommet d'une haute montagne, il ne semble pas difficile de deviner l'apparence de la Terre vue d'une grande hauteur. Bien qu'il soit possible qu'il s'agisse d'une preuve de vols spatiaux antiques, le rasoir d'Occam irait à l'encontre de cette opinion puisqu'il n'existe aucune preuve indéniable que la civilisation grecque, ou toute autre civilisation contemporaine ou antérieure, était capable de vols spatiaux et qu'il n'est pas trop difficile de deviner l'apparence générale de la surface de la Terre depuis une grande hauteur. Si l'on suppose qu'elle est sphérique,